Bonjour Elisabeth Borne, merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes ministre du Travail. Hier, Jean Castex a pris la parole pour annoncer certaines mesures pour essayer de freiner cette épidémie. En ce qui concerne le télétravail, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Jean Castex a précisé hier qu'il reste fortement recommandé, mais qu'il n'est pas obligatoire. Il n'y a pas encore. Le coup près pourrait tomber, a-t-il dit, dans une semaine. C'est un peu retenez-moi où je fais un malheur. Pourquoi ce sursis? Quel est le but? Vous savez, il y a 10 jours, moi j'avais appelé les employeurs et les salariés à se remobiliser sur le respect des gestes barrières et sur le télétravail. Et ce qu'on voit, c'est que ça a déjà porté ses fruits. Il y a beaucoup d'entreprises qui, à la fois, ont rediffusé des consignes sur le respect des gestes barrières, qui ont pu annuler les moments festifs de fin d'année, et puis qui ont renforcé le télétravail en lien avec les représentants des salariés. Donc l'idée, c'est que toutes les entreprises qui peuvent le faire et qui ne l'ont pas encore fait doivent également renforcer le télétravail. Et on a fixé une cible à 2 à 3 jours de télétravail. On va regarder la semaine prochaine si c'est bien mis en œuvre. On va faire des contrôles. Moi, j'ai demandé à l'inspection du travail de reprendre ces contrôles, de revenir à 5000 contrôles par mois. Mon objectif, on en est à combien? On en était à moins de 1000. On en était à moins de 1000 au mois d'octobre. Donc vous demandez 5000 contrôles dès le mois de décembre. Un rythme mensuel de 5000 contrôles, effectivement, de l'inspection du travail. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'inspection du travail va aller en entreprise, les inspecteurs contrôleront effectivement le respect des gestes barrières et la remobilisation des entreprises sur le télétravail. Mon objectif, c'est vraiment que ce renforcement du télétravail puisse se mettre en œuvre dans le dialogue social au sein de chaque entreprise et qu'on n'ait pas besoin de revenir à des obligations. D'accord. Votre état d'esprit, c'est quoi? C'est on met un coup de pression parce qu'en réalité, on ne veut pas contraindre les entreprises à l'obligation? Parce que la meilleure formule, c'est vraiment le dialogue social. Vous savez, ça permet de prendre en compte la situation de certains salariés qui ont mal vécu le télétravail au printemps. Ça permet aussi de tenir compte du fait qu'on peut être en train de boucler un projet et qu'on a besoin de se retrouver effectivement davantage ensemble, et puis à contrario qu'on peut avoir dans d'autres équipes des marges pour faire plus de télétravail. Donc ça peut se faire de façon vraiment au plus près de la réalité de chaque entreprise, dans le dialogue social, c'est ça qu'on privilégie. Par contre, il faut absolument qu'on repasse à la vitesse supérieure, et c'est ce qu'on mesurera dans une semaine. Les syndicats, pour être clair, vous les avez vus lundi soir, je crois. Ils sont contre. Ils vous ont dit, on essaye d'éviter l'obligation. Il y a une quasi-unanimité des organisations patronales et syndicales pour dire que la bonne façon de mettre en œuvre le télétravail, c'est le dialogue au sein de chaque entreprise. Voilà, donc ils ont dit pas d'obligation, s'il vous plaît, Madame la Ministre. Les contrôles, c'est important. Donc 5000 dans les mois qui viennent à partir de décembre. Si une entreprise déroge au respect des gestes barrières ou ne met pas en place les 2-3 jours, il y a des sanctions ou pas? Alors, c'est d'abord des mises en demeure. Et ce qu'on constate... Il y a des mises en demeure. Oui, absolument. Ouais. Enfin, c'est la responsabilité de l'employeur, vous savez, de protéger la santé de ses salariés. Vraiment, moi, je constate, et tous les échanges que j'ai pu avoir avec des chefs d'entreprise, avec des DRH, tout le monde souhaite ralentir la diffusion du virus, qu'on n'ait pas à reprendre des mesures plus strictes. Les salariés souhaitent pouvoir passer des bonnes fêtes de fin d'année en famille, et tout le monde est conscient que ça suppose qu'on se remobilise sur les gestes barrières et sur le télétravail. D'accord, mais sur les gestes barrières, par exemple, l'obligation du masque, ça c'est une obligation, le masque. C'est une obligation, donc là, absolument. Il y a des sanctions, des mises en demeure. C'est des mises en demeure et des sanctions. Voilà. Sur le télétravail, pour l'instant, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'obligation. Pour l'instant, l'inspection va aussi être dans son rôle de conseil pour rappeler aux entreprises effectivement les recommandations qui ont été faites. Et puis je vous dis, on espère vraiment, moi j'espère qu'on n'aura pas à revenir à des obligations, c'est une question de bon sens. On sait qu'en ralentissant un peu la diffusion du virus, on peut échapper à des restrictions plus fortes. Alors vous dites dans une semaine, on fera le point, mais c'est court une semaine. Quel est le but? Et d'ailleurs, vous allez faire le point, ça veut dire quoi? Je pense que le mouvement est engagé. Moi je vous dis, je suis frappée de toutes les remontées qu'on peut avoir des entreprises, des organisations patronales, des syndicats qui nous disent tout le monde se remobilise. On va mettre un peu la pression sur les entreprises qui n'ont pas encore compris le message. D'accord. Et dans une semaine, vous aurez des outils qui vous permettront de dire si votre coup de pression... À la fois, effectivement, les inspections qui sont faites sur site. On
on va aussi relancer des enquêtes comme on le faisait pour mesurer la part des salariés en télétravail. Vous communiquerez dans une semaine. On fera le point dans une semaine, je vous confirme. Vous nous le direz. Les pots de fin d'année, il faut les annuler. Là, clairement, enfin, vous savez, il faut éviter tous les moments où on se retrouve nombreux, sans masque. Ça, c'est effectivement à proscrire dans les prochaines semaines. Alors évidemment, ça a des conséquences sur l'activité de certaines entreprises, les traiteurs, moi je l'ai bien en tête, qui ont vu une forte baisse de leur activité, que ce soit les traiteurs qui ont une très forte baisse de leur activité, ou les discothèques, vous avez vu, qui vont devoir fermer 4 semaines. Je veux vraiment les rassurer, on va remettre en place de l'activité partielle, pris en charge à 100%, donc sans reste à charge pour l'employeur, pour continuer à protéger les emplois comme on l'a fait tout au long de la crise. Alors attendez, on va reprendre ça. Chômage partiel automatique pour les discothèques parce qu'elles ferment, celles-là. Absolument. Donc ça veut dire que vous prenez en charge de façon à ce que les salariés soient payés 84% de leur salaire. Et aucun reste à charge, voilà. La totalité à l'entreprise. Et ça, c'est l'État qui prend en charge, si je puis dire, le surcoût pour l'entreprise. Alors, les traiteurs, s'ils ont une baisse de chiffre d'affaires de 50%, de 60%, je rappelle que c'était 80% le niveau à partir duquel vous interveniez pour le chômage partiel. On va préciser ça en lien avec les secteurs concernés. Quand il y a une très forte baisse du chiffre d'affaires, c'est 80%. On va regarder comment on peut ajuster. Alors, de la même façon, il y aura aussi de l'activité partielle prise en charge à 100% par l'État. Donc, si je comprends bien, cette barrière de 80%, elle pourrait être abaissée, mais vous ne nous dites pas encore combien. S'il va falloir négocier ça avec Bercy, avec les secteurs. On va regarder avec les secteurs ce qui est effectivement le bon chiffre. En tout cas, l'idée, c'est quand on a son chiffre d'affaires qui s'effondre, parce que ces événements festifs de fin d'année ont été annulés, et c'est ce qu'on a demandé, alors on veut accompagner ces secteurs pour qu'ils ne soient pas effectivement en difficulté. On continue à protéger les emplois. Vous allez décider ça dans les jours qui viennent. Absolument. C'est les traiteurs, c'est aussi tous les métiers de l'événementiel. Absolument, non, c'est les traiteurs, l'événementiel. Ils sont très fortement impactés. Absolument. Il y a des annulations de tout ordre. Oui, c'est effectivement ce qu'on a demandé. Il faut éviter tous ces événements où on ne porte pas le masque. Et donc, on accompagnera les secteurs professionnels concernés. Donc ça, vous allez donner des précisions dans les jours qui viennent en ce qui concerne le niveau de chiffre d'affaires à partir duquel vous couvrez à 100%. Voilà. Et Bercy travaille aussi pour compenser. Et Bercy travaille aussi à des dispositifs d'accompagnement sur des soutiens économiques aussi à ces secteurs. Vous allez faire un projet de budget rectificatif, alors remettre un peu d'argent dans la machine publique. Vous avez vu que globalement, on maintient l'activité économique et qu'on a un soutien ciblé sur les quelques secteurs qu'on vient d'évoquer, les discothèques, les traiteurs, les entreprises de l'événementiel. Donc ça reste effectivement limité. L'objectif, c'est bien que l'activité économique continue, qu'on continue cette bonne dynamique qu'on observe aujourd'hui. Et on n'en a pas parlé, mais ça va de soi. Les dispositifs d'aide par le chômage partiel étaient bornés dans certains secteurs au 31 décembre. Vous allez les prolonger. On va redonner effectivement des perspectives. On avait notamment une limitation à 6 mois sur la possibilité de recourir à l'activité partielle. On va aussi ajuster ces règles. Et je rappelle aussi que pour les secteurs, pour le coup, dont l'activité met du temps à redémarrer, je pense par exemple à l'aéronautique, il y a l'activité partielle de longue durée qui permet d'être protégée jusqu'à 2 ans avec un reste à charge de 15% et une prise en charge, là aussi, à 84% du salaire pour les salariés. Donc c'est aussi des dispositifs qui sont faits pour accompagner des secteurs qui, eux, ont plus de mal à retrouver leur niveau d'avant-crise. Ça va peser sur les chiffres du chômage ? Au contraire, quand on dit qu'on est en train de protéger les emplois, on continue à faire ce qu'on a fait pendant la crise, qui a permis à nos entreprises de redémarrer dès que les contraintes sont levées, et effectivement d'embaucher, et on continue à avoir une très bonne dynamique sur l'emploi. Vous savez qu'on est revenu à un niveau de chômage plus bas qu'avant la crise, et il y a encore beaucoup d'entreprises qui cherchent à embaucher. Il faut garder cette dynamique. Oui, parce que globalement quand même, et tous les pays sont concernés, il y a une inquiétude sur l'activité économique, Elisabeth Borne, avec cette 5e vague. Moi je vous dis, vraiment, si on accélère la vaccination, les rappels, si on appelle chacun effectivement à être attentif, à mieux respecter les gestes barrières, à éviter les moments où on risque de se contaminer parce qu'on ne porte pas le masque, c'est pour éviter
Et c'est ce qu'on a réussi à faire, je le rappelle, dans la 4e vague, c'est pour éviter de freiner la reprise économique. Et je pense qu'on a vraiment toutes les cartes en main aujourd'hui. Il faut l'espérer pour vous et aussi pour l'activité en France. Vous mobilisez la médecine du travail comment ? Alors, il faut qu'on accélère sur les rappels, et la médecine du travail doit se mobiliser. Aujourd'hui, ils peuvent, comme la médecine de ville, commander des vaccins. Et moi, je souhaite qu'ils puissent participer à cette campagne de rappel. C'est vraiment tout à fait intéressant pour les salariés de pouvoir être vaccinés sur le lieu de travail. Je sais qu'il y a déjà des entreprises qui ont leur propre service de médecine du travail qui ont commencé à faire ces rappels. Et je souhaite que la médecine du travail prenne toute sa part pour accélérer ces rappels dans les entreprises. Les négociations salariales, on va en parler dans un instant parce que je crois que vous recevez dans 10 jours les branches professionnelles qui payent les salariés en dessous du SMIC. Mais un petit peu de politique. Tiens, Valérie Pécresse, elle fait un bond spectaculaire dans le sondage IFOP fiducial pour LCI et Le Figaro. Elle passe de 10 à 17 d'intention de vote. Elle est en situation de se qualifier au second tour. D'abord, est-ce que c'est une adversaire difficile pour Emmanuel Macron ? Écoutez, on va attendre d'avoir son programme. Moi, ce que je constate, c'est qu'elle nous propose des vieilles recettes. On a plutôt l'impression d'être revenu au siècle passé que d'être en train de préparer la France de 2030. Alors ça, c'est l'élément de langage. Bruno Le Maire l'a dit dimanche, vous le redites ce matin. Mais vous savez, quand on entend qu'elle veut tailler à l'âge dans les effectifs de fonctionnaires, qu'elle veut faire des privatisations, on a l'impression d'entendre les programmes des années 90. Et quand, par ailleurs, Valérie Pécresse vient nous donner des leçons sur la gestion de la crise, moi, je voudrais rappeler qu'elle était ministre du Budget après la crise de 2008-2009. La dette avait explosé, les impôts avaient augmenté, la croissance était nulle et le chômage avait augmenté de 25%. Nous, on a une croissance de plus de 6%, on a baissé les impôts de 25 milliards et le niveau de chômage est revenu à ce qu'il était avant la crise. C'est une femme, elle est déterminée, elle est élue d'une grande région, la première région d'Europe. Elle a une expérience ministérielle, elle est ferme sur le régalien, elle est plutôt pro-business, européenne, et c'est une femme. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que pour la première fois, la droite, si vous alliez saluer première fois, la droite, effectivement, ait choisi une candidate plutôt qu'un candidat pour l'élection présidentielle. Mais ça ne change pas qu'après, on va effectivement avoir programme contre programme, si je puis dire. Oui, vous lui avez envoyé un petit texto pour lui dire je me félicite, moi, ministre du Travail, qu'une femme ait été désignée par la droite. Je n'ai pas encore fait. Mais vous le ferez. Mais tout à fait, on a beaucoup d'échanges avec Valérie Pécresse, notamment, vous savez, sur la formation des demandeurs d'emploi. Là, on ne peut pas dire que la région Île-de-France surperforme. Alors, vous dites que ce sont des vieilles recettes. Après tout, on dit qu'elle est très ressemblante avec Emmanuel Macron. Donc, c'est je veux dire, une critique qui peut se retourner contre vous. Elle dit... Ma première mesure, organiser une conférence sociale avec les partenaires sociaux, augmenter de 10% les salaires nets des Français qui gagnent moins de 3 000 euros net. Pour financer ça, je ferai les réformes qu'Emmanuel Macron n'a pas faites. Alors, c'est 25 milliards, donc pour quelqu'un qui nous donne des leçons de bonne conduite 25 milliards, elle les finance. Budgétaire. J'ai pas encore compris. Fin des 35 heures, libre fixation du temps de travail en entreprise, la retraite à 65 ans. Mais je vous confirme qu'on est bien déterminé à mener une réforme des retraites. On a eu une crise sanitaire, ça a l'air d'échapper à certains, mais qu'il faille travailler plus longtemps, qu'il faille un système plus juste, je pense qu'on est d'accord sur ce point. Par contre, effectivement, des promesses démagogiques qui ignorent aussi le fait que pendant le quinquennat, on a été très attentif au pouvoir d'achat, notamment au niveau SMIC, qu'on a baissé la taxe d'habitation, qu'on a supprimé la taxe d'habitation, qu'on a supprimé certaines cotisations sociales, qu'on a élargi et augmenté la prime d'activité. Donc ça, on l'a fait. Et Éric Zemmour, lui, dit « Je veux réduire l'écart entre le brut et le net, réduire les cotisations sociales des salariés de façon à rendre aux personnes rémunérées au SMIC 100 € par mois, un 13e mois sur l'année. » D'une part, on a supprimé les cotisations sociales chômage et maladie. Donc ça a l'air de lui avoir échappé. Il en reste pas à par ailleurs, on a augmenté la prime d'activité, donc le 13e mois, voire un 14e mois, selon la situation du salarié, c'est fait. Bon, donc c'est un programme, c'est une mesure je pense manifestement, il n'a pas dû consacrer beaucoup de temps et d'énergie à regarder les sujets économiques. Il est plus focalisé sur les questions d'immigration qui sont vraiment son obsession. Vous recevez dans 10 jours les branches professionnelles qui donc rémunèrent les salariés justement en dessous du Alors, qui SMIC. ont des minima de branches inférieurs au SMIC. Les salariés sont naturellement payés au SMIC, puisque c'est la loi.
Mais ça veut dire que quand vous rentrez dans une de ces branches, c'est le cas par exemple des restaurants, ça veut dire que pendant des années, vous n'avez pas de perspective d'avoir votre salaire qui progresse. Et ça, je pense que ça, évidemment, c'est tout à fait démoralisant pour les salariés de n'avoir aucune perspective de progression. C'est-à-dire que toutes les grilles sont tassées. Et je souhaite évidemment que toutes ces branches, il y en a une quarantaine qui ont été reçues par mes équipes, par mon cabinet, puissent effectivement négocier une revalorisation des grilles. Elles disent, par exemple, l'hôtellerie, restauration, sauf erreur, les syndicats proposent 10%, le patronat, propose 10%, la CFDT a fait un tweet il y a 10 jours pour dire, nous, on veut 35%. Écoutez, c'est une négociation, donc c'est normal que les points de vue ne soient pas alignés au départ, mais moi j'espère vraiment, je compte sur le secteur pour tenir compte de l'attente des salariés. C'est aussi un secteur. Quoi, ce matin, parce que là, on arrive à la fin. Mais je leur dis que je compte vraiment sur eux. Pour conclure, vous savez, on a montré qu'on accompagnait le secteur. Je crois que c'est plus de 8 milliards d'activités partielles dont le secteur a pu bénéficier. Est-ce qu'ils font un effort suffisant pour l'instant? J'attends d'eux qu'ils le fassent. Et je crois qu'ils ont une réunion le 16 décembre. Moi, je suis évidemment très attentive à ce qu'il y ait des augmentations de salaire dans ce secteur. C'est de toute façon nécessaire, je vais vous dire, puisque ces entreprises nous disent aussi qu'elles n'arrivent pas à recruter. Et puis, il y a aussi des enjeux sur les conditions de travail dont il faut que le secteur s'empare. Le MEDEF, c'est simple, il dit soit les entreprises peuvent augmenter les salariés, elles ont les moyens de le faire, soit elles ne le peuvent pas. C'est binaire, c'est un enjeu de vie et de mort pour certaines entreprises, et ça doit être fait au cas par cas. Est-ce que c'est la bonne façon de considérer la chose? Les négociations à l'échelle d'un secteur, d'une branche, c'est aussi quelque chose d'important. Ça veut dire que tout le monde, effectivement, se met d'accord sur la nécessité de mieux rémunérer les salariés. Ces négociations de branche, pour moi, c'est très important. Augmentation du SMIC au 1er janvier? Alors, il y aura une augmentation du SMIC à nouveau au 1er janvier. Moi, je vois demain les experts qui nous feront leurs recommandations. On attend aussi... En fonction de l'inflation? Absolument, on attend mi-décembre les derniers chiffres, l'inflation pour le mois de novembre qui permettra de fixer effectivement l'augmentation du SMIC. Donc, pour être supérieur à 0,6%, l'augmentation? Alors, ça devrait sans doute, en fonction effectivement de ce qu'on voit de l'inflation au mois de novembre, être supérieur à 0,6%. Emmanuel Macron... C'est le vide, vient de dire Éric Zemmour. Oui, et par ailleurs, il a, vous l'avez peut-être entendu, dimanche, c'est moi, un j'ai vu mannequin en des images plastique, c'est un adolescent, oui. Voilà. Il a réservé une charge contre Emmanuel Macron, on ne l'avait pas encore entendu dans la bouche de cet opposant ce qu'on a politique. pu voir dimanche, j'espère que ce n'est pas cette image-là qu'on va avoir dans la campagne présidentielle et dans notre vie démocratique en général. Vous savez, des propos irrespectueux, des appels à la violence qui, à la fin, se traduisent par de la violence, comme on a pu l'avoir pendant le meeting. C'est pas ça la démocratie, c'est pas ça l'image que j'ai envie de voir de notre pays. Oui, vous condamnez ces violences? Moi, je condamne très clairement ces violences. Vous savez, la France, c'est pas dans nos traditions d'injurier les journalistes, de brutaliser des militants antiracistes. Donc voilà, je pense qu'il faut que chacun reprenne un peu de sang-froid et qu'on puisse avoir un vrai débat dans cette campagne présidentielle. Il a réussi son meeting néanmoins? Je ne sais pas si les images qu'on a vues, avec à la fois de la violence, à la fois des injures, faire huer des journalistes, est-ce que c'est ça la démocratie? Des militants sans passe et sans masque, est-ce que c'est ça le bon comportement? L'exemple qu'on veut donner dans la période actuelle, alors que c'est ce qui va déterminer effectivement notre capacité à poursuivre notre dynamique économique, à continuer à créer des emplois. Voilà, je pense que c'est un peu le contre-exemple, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Merci Elisabeth Borne d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous. Merci. Dans un instant, le temps pour ce mardi avec Guillaume.